Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on continue le cours THCOM, donc, qui est donc, le cours de théorie des communications du master académique communication moderne. Donc, vous avez mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Donc, on a déjà entamé le 5e chapitre. On a vu les signaux binaires, les signaux amers. Aujourd'hui, on va voir donc l'analyse des performances dans le cas de la réception, donc avec le critère de maximum de vraisemblance. Donc, on va voir l'analyse des performances. À l'analyse des signaux binaires, dans toute la notation qui va suivre, on va faire, donc on ne fera pas de distinction entre les signaux à temps continu et les vecteurs, ou bien les vecteurs signaux, puisqu'on a établi leur équivalence pour la réception optimale de le canal AWGN via le concept espace-signal. Donc, si je prends la modulation tout ou rien, qui est une modulation d'un signal binaire, donc ce qu'on appelle le binary on-off keying, donc ça on l'a vu, on a deux hypothèses. Donc, soit la première hypothèse que Sn a été transmis à ce moment-là, le signal reçu c'est Yn qui est égal à S de t plus n, soit l'hypothèse H0 qui a été prise à ce moment-là, donc le signal reçu ne sera que du bruit. Si on prend la règle du maximum de vraisemblance, on a vu que c'est le produit scalaire YS qui peut être soit supérieur à S sur 2 si on a l'hypothèse S1, soit H1, pardon, soit le produit scalaire YS inférieur à S sur 2 dans le cas où on a l'hypothèse donc H0. Ça, on l'a vu en ayant vu la partie donc, courbe gaussienne. On a vu que les statistiques de décision basées sur la sortie Y du corrélateur, elle va s'écrire, donc s'écrire Y, c'est donc Y produit scalaire S. Les probabilités d'erreur conditionnelle, on va voir qu'on a besoin de connaître les distributions conditionnelles de Y sous chaque hypothèse, telles qu'on les a vues ici. Les densités de probabilité gaussienne conditionnelles sont complètement définies, et ça on l'a vu, si on connaît les moyennes et les variances. Donc, c'est cette condition qui est ici. La probabilité d'avoir une erreur lorsqu'un 1 a été transmise, c'est que c'est cette condition-là en haut. Donc, produit scalaire YS supérieur à S sur 2. Donc, P de Y, c'est inférieur, donc Y inférieur à S sur 2 si l'hypothèse H1 a été faite. Et E de O0, donc c'est la probabilité d'erreur, bien sûr. Donc une probabilité d'erreur, quand on a transmis un 1, au lieu de vérifier cette condition-là, donc on va avoir le signe inférieur, parce qu'on est dans la partie où c'est un 0. La probabilité d'erreur lorsque un 0 a été transmis, donc il y aura erreur lorsqu'on va tomber dans la condition, celle-ci, donc lorsque Y est supérieur à S sur 2. Donc S, bien sûr, en norme, au carré. Les moyennes et les variances de sortie du corrélateur pour donc, la sortie Y qui est le produit scalaire de Y par S. Sous l'hypothèse S1, on l'a décrite. Sous l'hypothèse H0, c'est Y est égal à NT. Donc M, c'est l'espérance mathématique de Y sous H0. Donc c'est l'hypothèse que YS, et ça devient, donc le Y, il ne sera que le N, donc c'est du bruit. Donc l'hypothèse de En0, donc on aura 0. Donc la moyenne, elle est égale à 0. La variance, donc de Y sur H0, c'est la covariance de YS ici. Et donc, c'est la covariance que si je remplace le Y il sera simplement un N. Et donc, je vais avoir le produit scalaire, c'est la covariance du produit scalaire NS, produit scalaire NS. Et donc, c'est l'espérance mathématique de ENS. Dans l'aspect temporel, si l'on écrit, la variance Y sous A0, donc c'est
l'espérance mathématique du produit scalaire que multiplie le produit scalaire, deuxième produit scalaire. Donc, ce sera égal à l'espérance de n de t, n de t, l'intégrale de s de t par s de t, donc il ne sera que la norme. Donc, la variance y de t, ceci, c'est la puissance du signal, donc c'est la variance du bruit. Et ici, c'est la norme du signal, tout simplement, S. M, si l'hypothèse est H1, donc si l'hypothèse est H1, donc le Y sous hypothèse S1, donc on prend l'espérance mathématique, donc c'est le produit scalaire de YS. Le Y, ce sera S plus N, donc je le remplace. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Le N ne dépend pas du signal, donc je vais avoir que la norme de S au carré. La variance de Y sur H1, c'est la covariance de S plus N par S, S plus N par S. Donc ici, le Y, c'est toujours, on le remplace par S plus N. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, c'est la covariance des produits scalaires NS, NS. Et donc ça va nous faire tout simplement le sigma x au carré, donc que multiplie la norme, donc sigma au carré multiplié par la norme au carré de S. Se réduit à l'exemple, donc tout ce calcul, il va se réduire à l'exemple du signal binaire, unipolaire gaussien avec la moyenne C égale à la norme du signal au carré, et bien sûr, la variance du signal, c'est sigma x au carré qui multiplie la norme de S. Donc si je fais la transformation donc, de la loi gaussienne avec une moyenne M et bien sûr une variance sigma au carré, donc si je la transforme en une probabilité gaussienne standard, donc autour de 0 avec la même variation standard, donc on va obtenir P de EML, c'est égal, puisque c'est binaire, c'est les mêmes probabilités d'erreur sur 0 et sur 1, donc c'est égal à Q sur MV, sur 2MV, donc M sur 2 sur 2MV, et donc ce sera la fonction Q de S au carré sur 2 sigma x au carré qu'on a trouvé, qui multiplie la norme de S au carré. Donc en fin de compte, cette probabilité, elle va être tout simplement ici, c'est 2 sigma, la racine de la norme de signal de S avec S, donc je vais avoir seulement la racine, donc ça me donne tout simplement la norme de S. Donc ça, c'est la probabilité d'erreur donc sur les bits 0 et 1, avec donc le maximum likelihood, ça veut dire c'est le maximum de vraisemblance. Ça, c'est donc la performance de la modulation tout ou rien. Dans le cas général des signaux binaires, donc je vais avoir deux formes d'hypothèses. H1, c'est YT est égal à S1 de T, S1 de T1 et N de T. Pardon, donc H0, c'est Y de T égale à S0 de T plus N de T. À ce moment-là, donc, la règle de décision, donc, qui est la règle de maximum de vraisemblance, donc maintenant, ce sera le produit scalaire Y et S1 moins SI ou S1 au carré, YS0 moins, normalement, S0 au carré. Donc, il y a un moins ici qui manque. Hein. Les produits scalaires sont conjointement gaussiens et conditionnés sous chacune des deux hypothèses. On a besoin de trouver les moyennes et les convariances sous chaque hypothèse pour l'analyse. Donc, on va réécrire en termes de statistiques à décision unique. Donc, ces deux relations, donc qu'est-ce que je vais avoir? YS1 moins S0, donc le produit scalaire. Donc, sous l'hypothèse H1, ce sera S1 au carré, donc la norme de S1 au carré sur 2, moins la norme de S0 au carré sur 2. La même chose, donc, sous l'hypothèse S2, donc, ce produit scalaire doit être inférieur à la somme de ces deux normes au carré, divisé par 2. Donc, le produit scalaire conditionné sur chacune des deux hypothèses peut être analysé comme une modulation tout ou rien. Donc, il est l'équivalent d'une modulation qu'on a vue tout à l'heure, comme tout ou rien, et on a remplacé le S par la différence
entre les deux symboles. Donc YS0S, c'est l'intégrale de Y de 0t, bien sûr, de YS0 moins S1 conjugué, donc S1 moins S0 conjugué dt. Donc je vais répartir les deux, ce sera YS1 moins YS2 dt, donc avec le conjugué. Et donc ce sera la différence entre les deux produits scalaires de Y par S1 et Y par S0. Encore plus simple, si on le transforme, donc cette condition, elle est transformée sous forme donc de modulation tout ou rien. Donc on a, ça c'est les conditions sous H1 et sous H2 avec S1 et S0 avec l'ajout du bruit. Donc si je fais la transformation Y, c'est Y moins S0, donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc si Y de t c'est S0, donc on aura cette transformation. Sous l'hypothèse S1, je vais avoir Y de t, c'est bien sûr S1 moins S0 plus t. Et la deuxième condition, si je fais la même chose, donc le S0, puisque je vais faire moins S0 ici et ici, donc je vais avoir tout simplement Y de t, donc chapeau, c'est égal à 1 de t. Donc là, c'est l'hypothèse donc, de la modulation tout ou rien. Donc cette transformation, elle est inversible, donc je peux transférer. Donc le récepteur optimal doit avoir les mêmes performances dans les deux cas. Donc que je travaille avec celle-ci ou bien cette hypothèse, je vais avoir la même chose. Les performances d'un récepteur optimal des signaux binaires dans un canal AWGN avec les statistiques de décision du maximum de vraisemblance donc, vont se résumer sous cette forme-là. Donc, c'est la même loi, c'est la probabilité d'erreur sous la condition donc, de statistique de décision du maximum de vraisemblance. Ce sera égal à P de E0, donc l'erreur lorsque 0 est transmis, égal à la probabilité d'erreur lorsqu'un 1 est transmis. Et là, vous voyez qu'au lieu d'avoir S sur 2 sigma carré, donc je les ai remplacés par ce signal-là qui est tout simplement S1 moins S0 au carré. Et donc S1 moins S0, c'est la distance entre les deux points, donc signaux qui sont S1 et S0. Donc ce sera tout simplement Q est égal à D sur 2 sigma. Donc avec bien sûr la condition que D c'est la norme entre S1 et S0. Donc cette probabilité ne dépend que de la distance entre les signaux et elle est normalisée ici par la distance, par la dimension de la déviation standard. Donc si on regarde maintenant la relation qu'il y a entre EB et N0 et bien sûr l'efficacité en puissance. Donc l'énergie par bit EB elle est égale, donc l'énergie par input des signaux dont les probabilités a priori sont égales et données par, donc s'ils ont la même probabilité, donc a priori, donc elle est égale à 1,5, normalement ici c'est P1 que multiplie cette relation, donc P1 c'est une probabilité a priori des deux bits S0 et S1, si elles sont égales, donc on aura 1,5. L'efficacité en puissance est une mesure à échelle invariante. Donc, lorsqu'on fait le calcul à l'aide de cette efficacité en puissance, donc c'est quelque chose qui est standard. Donc, cette efficacité en puissance, donc efficacité en puissance, elle est définie par la distance au carré sur l'énergie du bit. Si on met à l'échelle le signal facteur A, multiplication par A, le numérateur et le dénominateur sont mis à l'échelle A au carré. Ça veut dire qu'au niveau de l'énergie bit, si je multiplie par A, le numérateur et le dénominateur, donc le dénominateur et le numérateur sont mis à l'échelle par A au carré. Donc on va réécrire les performances en termes de EB sur N0 et bien sûr en termes de l'efficacité en puissance. Donc on a vu que la probabilité d'erreur lorsque j'ai le critère de maximum de vraisemblance, il est égal à donc, la fonction Q de D sur 2 sigma.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais introduire le sigma. Donc, ici, c'est N0. D'accord? Le D, si je prends D, c'est neta PEP. Donc, neta PEP. Donc, D est égal à neta PEP. Et 2 fois, donc N0, sigma, c'est N0. Donc, ceci, elle est égale à donc, la fonction Q. Donc, D neta P, c'est D au carré sur 2NB. N0, pardon, ici. Donc, c'est égal à, si je divise et multiplie par racine de EB, donc je vais avoir racine de D carré sur EB. Donc, vous voyez, j'ai D carré sur EB. Ici, je le fais sortir. Et il me reste ici, ça c'est le EB sur N0 avec un terme donné. Donc, sigma 0, elle est égale à N0 unilatéral. Les performances donc, les performances de la probabilité d'erreur dépendent du rapport signal à bruit, donc EB sur N0. Pour un EB sur N0 donné, la performance augmente en fonction, bien sûr, de l'efficacité en puissance, donc de D sur NP. Pourquoi? Parce que j'ai ici le 2 au carré sur EB. Raison pour laquelle donc on appelle ce rapport efficacité en puissance. Donc ça permet de raisonner en termes de puissance du signal transmis qui est EB. Pour les différents types de signaux binaires communs, donc ces performances sont toujours valables dans l'espace à 2 dimensions. Les produits scalaires, les énergies et les distances sont préservées dans l'espace signal, donc elles ne changent pas. On peut choisir n'importe quelle échelle convenable pour les constellations. Les performances dépendent des constellations seulement à travers un paramètre d'efficacité de puissance à échelle invariante. Donc, la relation qu'il y a entre D et EB. Donc, si je prends ici 3 types de modulation, la première, c'est la modulation tout ou rien. La deuxième, c'est la modulation d'un signal binaire bipolaire. Donc, c'est ce qu'on appelle la MDA2 ou bien la MDP2. Donc, elles ont la même constellation. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est en termes de probabilité d'erreur. Donc, qu'on soit en MDA2 ou MDP2, donc modulation de phase, donc on a les mêmes résultats. Et c'est ça l'avantage des constellations. Donc, le troisième point, donc si j'ai une MDF, donc une MDF, ça veut dire que j'ai des signaux orthogonaux qui ont des énergies constantes parce que c'est toujours entre 0 et 1, donc la distance elle est égale à 1. Et c'est ce qu'on appelle donc une MDF binaire, c'est une modulation par déplacement de fréquence binaire. Calcul des performances, donc on va voir les performances. Dans le cas de la modulation tout ou rien, on l'avait calculé, donc c'est Q de D sur 2 sigma. Et donc, si j'ajoute racine de E, je divise par racine de E, et donc je mets sous forme d'un terme D carré sur E à 0, donc je dois, ici j'ai ajouté un racine de EB, j'ajoute ici un racine de B, et je remplace sigma par un 0. Donc trouver D2 de ces 3 constellations. Donc modulation tout ou rien. Donc on va essayer de trouver D et EB en ayant donc ces 3 constellations. Donc pour la modulation tout ou rien, la distance entre ce point S0 et le point S1, donc les signaux S0 et S1, elle est égale à 1. Maintenant, si je calcule l'énergie bit c'est tout simplement la somme des AI plus BI. Donc ici, il n'y a que des AI, donc c'est 1,5 puisque la probabilité a priori elle est constante pour les 2 éléments binaires et donc elle est égale à 1,5. Donc ici j'ai un 1 au carré, ici j'ai un 0 au carré, donc l'énergie bit elle est égale à 1,5. Donc le neta, donc ici l'efficacité de puissance, l'efficacité en puissance, elle est égale à D carré sur EB. D carré, c'est un 1. EB, il est égal à 1,5, donc elle est égale à 2. On va faire la même chose pour le signal bipolaire. Donc ici, cette probabilité,
elle devient très simple. Donc, D étant égal à 1, donc c'est 1. Ici, c'est un demi. Je peux faire disparaître ceci, ou bien je peux le laisser. Donc, ici, c'est un demi. Donc, si je reste ici, racine de 1 demi avec le racine de 1 demi, donc, ça va donc me faire tout simplement la racine de EB sur 1, 0. Dans le cas du signal bipolaire, ce qu'on appelle l'antipodal, donc avec deux polarités plus 1 et moins 1, ou donc ce qu'on appelle modulation par déplacement d'amplitude à 2 états, ou la modulation par déplacement de phase à 2 états. Donc la distance ici, elle est égale à 2, parce que de ce point-là à ce point-là, on a 1, et de ce point-là à ce point-là, on a 1. Donc la distance, elle est égale à 2. L'énergie, donc je vais avoir 1 au carré plus 1 au carré. Donc moins 1 au carré, ça me fait donc 1 plus 1, ça fait 2. 2 sur 2, c'est égal à 1. Donc la distance, elle est égale à 2, et l'énergie bit, elle est égale à 1. L'énergie bit, c'est de ce point-là à ce point-là. Donc si je calcule le net A, donc le net AP, l'efficacité donc en puissance, d carré sur EB toujours, et donc ça me fait d carré, ça fait 4 sur 1, donc c'est égal à 4. La puissance ici, c'est bien sûr, regardez, il y a un facteur 2. Donc si je remplace ici le d carré sur EB, c'est égal à 4, donc ça va me faire ici racine de 4. Donc ici c'est 4. Et si d carré sur 4 est égal à 4, donc racine de 4, ce sera tout simplement 2. Et donc on aura la probabilité d'erreur, elle est égale à la fonction Q de racine de EB, 2EB sur 1, 0. Donc elle est égale au double. Donc ici, le fait que j'ai ce 2-là, donc en termes de logarithmique, donc ça va me donner 3 dB de mieux que le EOK et que la MDF binaire. Signal orthogonal à énergie constante, donc c'est le troisième point ici. Donc c'est la modulation par déplacement de phase ou bien binary frequency shift keying. Donc D est égal à racine de 2 ici. L'hypoténuse, elle est égale à 2. La racine de 2, pardon. Le EB, il est égal à 1. Donc l'énergie bit, elle est égale à 1. Et donc le net A, il sera égal à D carré. Donc ça fera 2 sur 1, ça fait 2. Et là, bien sûr, la probabilité d'erreur de la MDF sous critère de maximum de vraisemblance, il est égal à la fonction Q de racine de EB sur 1, 0. Donc vous voyez, ces deux, elles sont identiques. Celle-ci, elle est 3 dB, donc mieux que ces deux-là. Si on regarde la probabilité d'erreur de signaux binaires communs, donc si je prends les deux, on a regroupé ici puisqu'elles ont la même probabilité, le MDFB et le EOK. Et ici, j'ai la modulation donc, par déplacement de phase binaire. Et donc, vous voyez qu'elle est plus, elle est, disons, en termes de décibels, elle est plus petite. Donc, on a 3 dB entre les deux. Ici, j'ai 12 dB. Ici, j'ai 15 dB. Donc, 12 plus 3, ça fait 15 dB. Donc, vous voyez, et ça, c'est la probabilité d'erreur. Donc, la chose qu'il faut remarquer le plus, c'est que ici, l'axe, il est à échelle logarithmique. Et donc, il y a une diminution très rapide de la probabilité d'erreur. Donc, vous voyez que dès que le rapport EB sur 1,0 diminue, donc de 0 jusqu'à 12 dB, je passe de 10-1 comme probabilité d'erreur jusqu'à 10-8. Donc, vous voyez que c'est assez important. Donc, plus la puissance augmente, donc si EB sur 1,0 plus la puissance augmente, ce rapport-là, plus la puissance augmente, plus la probabilité d'erreur diminue. Pourquoi? Parce que si EB augmente, ça veut dire que EB il est plus grand que N0, donc là, ça veut dire que le nuage se rétrécit et à ce moment-là, donc les décisions qui sont faites sont beaucoup plus exactes et c'est pour ça que ça donne donc une probabilité d'erreur qui est très faible. Utilisons les dB sur l'axe des Z. Donc ici, l'échelle logarithmique, on utilise pourquoi? C'est pour pouvoir considérer une large gamme de S sur B, parce que si je fais cet axe-là en valeur naturelle,
il me faut 2 km sur cet axe pour pouvoir donc voir l'évolution de la probabilité d'erreur de 0 à 12 dB par exemple. Maintenant, on va passer aux performances des signaux MR. Donc, on n'est plus en binaire. Si je prends toujours la règle du maximum de vraisemblance en termes de sortie des corrélateurs, donc on a vu que cette distance sous, bien sûr, la décision sous la règle ML, elle est égale à l'argument du maximum de ZI. Ou, ça on l'a vu, hein, donc, où ZI, c'est tout simplement le produit scalaire YSI moins la norme au carré sur 2 du signal. Les règles ML en termes de distance, donc DML, c'est l'argument du minimum de la distance. Donc, un maximum de Z ici, ce maximum de Z, ça veut dire que j'ai un minimum de la distance D entre les deux termes. Donc, D étant la distance entre Y et SI, donc c'est la norme de Y moins SI. Ces deux formes vont être utiles dans ce qui va suivre, donc on va les utiliser beaucoup. Donc, si je regarde les régions de décision des règles MV, donc la décision sur I, elle est égale à Y sous la condition de décision, donc le maximum de vraisemblance de Y lorsqu'il est égal à I. Elle est égale à Y lorsque Z est supérieur à ZI supérieur à ZJ pour tous les J différents de I. C'est égal aussi à Y sous la condition que DI inférieur à DJ pour les J différents de I. Donc, si on prend l'hypothèse que Y, c'est Y de T, c'est SI de T plus N de T, les sorties des corrélateurs seront exprimées sous cette forme-là. Donc, je vais avoir ZJ, c'est Y, le produit scalaire de Y par SJ, moins 1,5, donc je prends cette relation, moins 1,5 de la norme de SJ au carré. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir SJ plus SJ, donc je remplace bien sûr ce terme-là, SJ par SJ, puisque Y c'est N, SI plus N. Donc le premier, ça va me donner ce SI avec ce SI, donc je vais avoir SI, SJ. Et puis le deuxième, je vais avoir N de T avec SI comme produit scalaire, moins bien sûr 1,5 de la norme de SJ au carré. Donc la probabilité d'erreur sur I, elle est égale à la probabilité de Y n'appartenant pas au domaine DI lorsque I est émis. Lorsqu'on va envoyer un signal I, donc normalement il doit appartenir, en fonction de l'indice, il doit appartenir à DI. Et donc la probabilité d'erreur, c'est qu'il faut qu'il soit en dehors de cet domaine de décision qui est DI. Et c'est la probabilité que ZI soit inférieur à ZJ pour I différent de J lorsque I est transmis. Donc, on a besoin de voir les distributions conjointes des statistiques de corrélation des décisions consignées, donc des décisions conditionnées sur les hypothèses, pour évaluer ces probabilités. Donc, ne jamais oublier que ces calculs peuvent être difficiles. Donc, de quoi dépend la performance? La performance, elle est égale, donc ici le ZI, la décision sur J, c'est probabilité que YI est reçu lorsque SJ est transmis, donc c'est le produit scalaire de ces deux, moins la moitié de la norme de SJ. Et on a développé sous forme de SJ, le produit scalaire de SI par SJ, et le produit scalaire de N par SJ moins 1,5 de SJ. Donc les ZI sont conjointement gaussiens, conditionnés sur les hypothèses, puisque un est gaussien et est complètement caractérisé par les moyennes et les convariances. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, ici, il me reste le SI par SI. Donc, ici, ils sont indépendants. Donc, s'ils sont indépendants, donc ce terme-là va disparaître. Il ne me reste que le produit scalaire SI par SJ, moins donc 1,5 de la norme au carré de SJ. On sait que la convariance de ZI, ZJ, ZK, on l'a calculé tout à l'heure, c'est sigma X, SK, SJ. Condition
sont supprimées, donc les conditions, bien sûr, HI et SI, on les a enlevées de la notation. Si je remplace ZJ par ZJ sur sigma X, donc je vais faire tout simplement une petite normalisation. Donc, ceci n'a aucune influence ni sur les décisions, ni sur les performances. Mais les moyennes et convariances, donc les moyennes et les convariances, maintenant, elles dépendent seulement des produits scalaires normalisés. Donc, on doit toujours utiliser cette normalisation. Donc, je vais avoir ce terme-là, ce sigma x au carré, lorsque I appartenant donc de l'intervalle appartenant à l'intervalle 1 à M. Ceci détermine complètement la performance, puisque ici c'est le produit scalaire de SK par SJ, on le voit ici, il a été divisé par sigma x au carré, sigma au carré, pardon, et donc pour toutes les valeurs de I de 1 à M, donc je vais avoir seulement ce terme-là qui va définir la performance. La performance dépend seulement du rapport des produits scalaires du signal sur la puissance de bruit, donc seulement sur EB ou N0, parce que ça aussi c'est puissance du signal sur la puissance de bruit, N0. Et ceci aussi, donc SJ, S4, c'est tout simplement EB sur N0. Et donc, ça dépend de la géométrie de la constellation à échelle invariante. Donc, le calcul exact des performances est difficile. Il inclut un calcul d'intégrale de densité gaussienne multidimensionnelle sur des régions de décision. Donc, le calcul analytique est très difficile. Donc, à l'aide de l'analyse des signaux binaires, elle peut être utilisée donc, comme un élément de base à partir duquel on va calculer les limites et les approximations. De quoi dépend la performance? Donc, la performance, on a vu que la probabilité d'erreur, c'était la probabilité que Y reçu appartienne à un domaine DI, donc n'appartenant pas à un domaine DI de décision, lorsque I est transmis. Et on a vu que c'est la probabilité que le ZI soit inférieur à ZJ pour J différent de I lorsque I est transmis. Donc, on a besoin de la distribution conjointe de décision, de statistiques de décision de corrélation conditionnée aux hypothèses pour évaluer ça. Peu importe le calcul, donc peu importe que le calcul puisse être difficile. Donc, sous la condition que toujours le signal reçu, c'est le signal émis plus du bruit, donc c'est sous la IM hypothèse. Donc, le ZJ, ça va être donc tout simplement le produit scalaire de Y par SJ, moins 1 demi la norme au carré de SI. Donc, si je remplace le Y par cette équation, je vais obtenir ceci. Donc, ça, on l'a vu. Les ZJ sont conjointement gaussiens et donc conditionnés aux empreintes, puisque un est gaussien. La distribution conjointe de ZJ est complètement caractérisée par les moyennes et les covariances. Donc, la moyenne E de ZJ, c'est le produit scalaire donc de SI par SJ, moins la moitié donc de la norme au carré. La covariance, c'est, on l'a vu, sigma x au carré. Donc, en remplaçant, donc ça on l'a vu tout à l'heure, au lieu de prendre ZJ, je vais prendre ZJ normalisé par la puissance de bruit. Et donc, ceci va déterminer complètement la puissance de bruit. De quoi dépend cette performance? En d'autres termes, sur les rapports S sur B et la géométrie importe. Donc, c'est ce qui est le plus important. L'énergie par symbole, donc si j'ai plusieurs symboles, c'est 1 sur M, la somme des normes au carré. L'énergie par bit, elle est égale à ES sur log de 2, de M. Les performances dépendent seulement du rapport du produit scalaire au bruit normalisé. Donc, je vais avoir SIHJ, donc qui est le produit scalaire, sur sigma au carré, qui est la puissance de bruit. Et donc, je vais ajouter en numérateur et dénominateur donc le bruit. Donc, je vais bien sûr avec la valeur 1,5. Donc, SI sur SJ sur EB sur 1,0 et donc 2 sur 1,0 qui est la puissance du signal. Elle dépend seulement de EB sur 1,0
et bien sûr du rapport du produit scalaire SJAC sur EB. Donc ça, c'est le rapport S sur B. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle invariante. Elle dépend seulement de la géométrie de la constellation. Donc si la constellation change, cette géométrie, donc cette échelle invariante, donc peut changer. Performance, donc de toute constellation, elle reste invariante par rotation. Et si elle est invariante par rotation, donc si je fais une rotation multipliée par la rotation inverse, je trouve donc la matrice diagonale. Donc c'est ce qu'on appelle donc les matrices de rotation. Donc change seulement la fonction de base. Donc la fonction de base, elle va changer. Les points, même s'ils changent, on aura toujours la même chose. Les produits scalaires ne changent pas, ils restent identiques. Donc comment? Si je fais QSI, QSJ, donc je prends le produit scalaire de deux signaux auxquels on a appliqué donc une rotation, elle est égale, donc si je distribue, je vais avoir ST, SIT, QT et QSI. Donc ceci est égal à la matrice diagonale, donc ça va me donner tout simplement ST, SI, qui n'est autre que le produit scalaire. Donc vous voyez, le produit scalaire ne change pas. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait cette rotation? Donc si j'ai un signal donc, sous forme d'onde, donc sous forme temporelle, donc si j'utilise des bases autonormées, donc un ensemble de psi-k, donc si je fais la projection de cette forme d'onde sur les différentes bases, donc je vais obtenir tout simplement les points, ou bien le vecteur signaux qui sont des points sur la constellation. Si je fais à partir de vecteurs signaux une extension à l'aide des fonctions de base, je vais obtenir le signal S de t. Ça, on l'a vu en termes de forme analytique. Donc, si ce vecteur signal, je lui fais subir une matrice de rotation, donc si je fais une rotation d'un certain angle, je vais obtenir des vecteurs signaux après rotation. Donc, le résultat, on le verra. Maintenant, si je fais la fonction inverse, donc si à partir des vecteurs signaux après rotation, je fais encore une rotation en sens inverse, donc je vais revenir donc aux vecteurs signaux. Donc on dit en général que les performances restent inchangées après des transformations donc par rotation. Exercice, donc je prends une modulation où j'ai 4 points, donc S1, S2, S3 et S4, avec les coordonnées qui sont données en bleu. Donc vous voyez, j'ai les 4 coordonnées. Je veux chercher la matrice de rotation de pi sur 2 des signaux et bien sûr l'inverse de cette matrice de rotation. Donc la matrice, elle est supposée être Q pi sur 2 est égal à 0,1. Comment on la retrouve? Donc ces deux matrices, la matrice directe et la matrice inverse, sont données par ces deux valeurs. Donc on va chercher la matrice de rotation. Donc ça, vous le faites en exercice. Et moi, je vais faire la démonstration de ceci. Donc, une rotation avec pi sur 2. Donc, une rotation avec pi sur 2, on va le faire en exercice. Donc, Q pi sur 4, je vous donne ici le résultat. Donc, à vous de le trouver. Et je vous montre comment on fait pour trouver dans le cas où j'ai une matrice de rotation de pi sur 2. Donc, si j'ai une matrice de rotation de pi sur 2, donc le signal que j'obtiens après rotation, c'est tout simplement, c'est le S1 après rotation, c'est égal à S1 multiplié par la matrice de rotation de pi sur 2. Donc S1, si je regarde ici, c'est 1, 0. Et je vais avoir bien sûr 4 paramètres de la matrice rotation. Et donc si je fais le produit de ces deux, je vais avoir Q11 plus 0. Et si je fais le produit de ceci par la deuxième, je vais avoir Q12 plus 0. Et donc ça veut dire que S2, si je fais une matrice de rotation, donc à partir de S1, je dois aller à S2. Et donc, je dois trouver en sortie le S2. Et donc, Q11 est égal à 0 et Q12 est égal à 1. Donc, ça, c'est le premier donc, terme
de cette matrice Q qu'on vient de trouver. Donc, si je fais la matrice de rotation, donc si je fais rotation de pi sur 2, et si je l'applique à S2, je vais obtenir le S3 ici. Et donc, le S2, c'est 0,1. Et la matrice, elle est là. Donc, Q1, Q1, Q2, Q2. Et donc, si je fais le produit de ces deux, je vais avoir Q2,1 pour le premier. Si je fais le produit de ceci par ceci, donc je vais avoir Q2,2. Donc, ceci doit être égal à S3, puisque je fais une rotation de pi sur 2 pour venir à ici. Et donc, en fin de compte, le Q2,1 doit être égal à moins 1 et le Q2,2 doit être égal à 0. Et donc, j'ai complètement défini ma matrice, donc qui est égale à donc 0, moins 1 et 1, 0. Donc là, c'est la matrice de rotation de pi sur 2. Maintenant, on va vérifier donc les points qui vont subir une rotation de pi sur 2. Donc S1, c'est comme ici, c'est la rotation de ceci, donc ça va me donner S2, donc on le trouve ici, donc ça c'est S2. Le S2 transformé de S2, ce sera S3, donc on va trouver S3. Donc quand je multiplie ici, je vais trouver moins 1 et 0. Je fais la même chose pour S1. Ici, normalement, j'ai fait une erreur. Donc normalement, je dois continuer avec S3 qui me donne S4 et S4 qui me donne S1. Donc vous le faites en exercice ceci et la répétition de ces deux. Donc je n'ai pas mis à jour ces deux dernières lignes. L'analyse exacte est aussi possible pour la MAQ rectangulaire. Donc généralement, on peut appliquer ceci aux signaux quaternaires, donc de type QPSK, donc en quadrature, donc la modulation par déplacement de phase, ou bien la modulation par déplacement d'amplitude à 4 états. Donc l'analyse exacte, elle est possible pour la MAQ rectangulaire. Les deux, donc modulation QPSK et QAM, sont les plus simples exemples. Donc j'ai les 4 points. J'ai les deux fonctions de base, psi1 et psi2. Ceci, c'est la distance entre les deux symboles. Donc j'ai toujours D. Ici, c'est la distance donc, entre S1 et S3, ou bien S3, S2 et S4, qui sont les plus longues. Ici, je vais avoir les coordonnées du bruit. Donc, bien sûr, ici, le bruit, il va avoir une composante suivant psi1 et une composante suivant psi2. Donc, ce qu'on appelle en cosinus et en sinus. Si je regarde donc le SI de t, donc ça c'est la formule de la modulation SI de t, et bien sûr c'est par déplacement de phase, et donc ce sera la racine de cosinus de pi fc, donc de pi f0t, et plus 2i moins 1, pi sur 4 pour i à 34. Donc ES c'est l'énergie du symbole, parce que là on a des symboles. Les symboles, ils sont des 10 bits, ils contiennent 2 bits. TS, c'est la durée du symbole qui est égale à 2 fois TB. S4, par exemple, elle a les coordonnées 0,7 racine de E, 0,7 racine de E. Donc ça, on va le voir par la suite aussi. Donc, par symétrie, les probabilités d'erreur conditionnelles sont égales, puisqu'il y a une symétrie. Par conséquent, c'est égal à la probabilité d'erreur moyenne. Donc, les conditions, si je prends une condition sur S1, si S1 a été émis, une erreur se produit lorsque le bruit, ici NC, il va pousser le vecteur S1 en dehors du premier cadran ici. Donc ça veut dire que je vais avoir une erreur lorsque ce S1 va passer ici, ou bien ce S1 va passer ici. Donc on a les deux possibilités. Donc je réécris la fonction de la modulation. Si je développe ici en fonction de deux cosinus, qu'est-ce que je vais avoir? Donc si ici c'est un cosinus d'une somme, ça me fait donc un cosinus par un cosinus et un sinus par un sinus avec un signe moins. Donc à partir de la relation donc ci-dessus, on déduit les fractions. Donc psi 1, elle est connue.
Psi2, elle est connue, donc je vais les extraire de ces deux composantes. Donc, en réécrivant cette relation, donc je vais avoir racine de 2 cosinus de pi fc, donc je sépare ce terme-là, et ici aussi, je sépare ce terme-là. Et donc, ce qui va me rester, ceci, c'est psi 1, et ceci, psi 2, multiplié par racine de ES cosinus, et c'est psi 2 multiplié par racine de ES sinus de pi. Donc, voilà ce que j'obtiens en termes de relation écrite en fonction de psi 1 et psi 2. Et donc, ici, les deux, ça, c'est les composantes du signal, donc dans la constellation. Donc, les composantes du signal binaire, conformément donc aux fonctions de base de cette constellation, c'est cette valeur-là et cette valeur. Donc, si je prends la première valeur, si je prends AI2, donc I, et je prends la valeur 2, je vais avoir ceci. Si je prends AI1, ce sera ceci. Donc, vous voyez, c'est toujours la même relation cosinus 1. Et donc, si je prends S1, parce que ça, on avait dit que ça, c'est les projections du symbole sur psi 1 et les projections du symbole sur psi 2. Et donc, A1, 2, c'est racine E cosinus de pi sur A. Et ici, aussi, la racine de ES cosinus de pi, cosinus de ici, moins 1 pi sur 4. Donc, si je cherche S1, 1, c'est A1, 2 et 1, 2, 2. Donc, ici, attention, il y a une erreur. Ici, c'est un sinus. Donc, c'est cette partie-là. Parce que la composante suivant le cosinus, c'est celle-ci. Et ceci, c'est la composante suivant, bien sûr, le sinus. Et donc, ici, c'est un terme sinus. Donc, je vais avoir un cosinus pi sur 4, c'est un sinus pi sur 4. Et donc, ça me fait racine de E1, racine de 2 sur 2. La même chose pour S2. Je vais avoir un cosinus et un sinus, et ça me fait la même chose. Pour S3, donc, je vais avoir les coordonnées. Ici, regardez, c'est un moins avec un plus, racine de 2 sur 2. Donc, toutes les valeurs sont égales à racine de 2 sur 2 avec un signe plus ou moins. Donc, pour S3, la même chose. Pour S4, donc, la même chose. Donc, on va arrêter en ce point et donc, on reprendra la prochaine fois.